Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les principaux enjeux en matière de baux commerciaux. Quels sont les points de vigilance à avoir en tête pour les bailleurs et les preneurs lors de la rédaction et la négociation d'un bail commercial? Parce qu'un bail commercial, ce n'est pas qu'un contrat de location, c'est un outil stratégique à la croisée du juridique, du financier et de l'économique. Pour le bailleur, c'est un levier de valorisation patrimoniale et pour le preneur, c'est un outil de performance et de stabilité. Un bail bien négocié peut renforcer la valeur d'un actif ou la rentabilité d'une entreprise, mais un bail mal conçu peut devenir un véritable piège économique, avec des loyers surévalués, des charges imprévues et une rigidité excessive. Dans un contexte d'inflation, de télétravail et de transition énergétique, le bail commercial devient un instrument clé d'équilibre et de compétitivité. Alors côté bailleur, quels sont les 3 points principaux de vigilance ? D'abord, c'est la solvabilité du preneur. Avant toute signature, il faut sécuriser le profit du locataire. Analyse financière, endettement, trésorerie, modèle économique, tout doit être passé au crible et surtout, il faut exiger des garanties solides. Dépôt de garantie, cautionnement bancaire, garantie autonome ou corporate, c'est la base pour sécuriser les loyers et protéger la rentabilité du patrimoine. A noter que le projet de loi LSE, qui est en cours d'examen, pourrait, pour les baux portant sur des locaux commerciaux, limiter ces garanties à 3 mois de loyer maximum, ce qui renforcera l'importance de l'analyse en amont. Car il faut le rappeler, une procédure d'impayé peut durer jusqu'à 2 ou 3 ans et pendant ce temps, le bailleur va supporter la perte de loyer et les frais de procédure. Il vaut donc mieux prévenir que guérir. Le deuxième point de vigilance, c'est la clause d'indexation. C'est un mécanisme essentiel pour le bailleur parce que sans indexation, le loyer s'érode naturellement au fil du temps, tandis que les charges et impôts, eux, continuent d'augmenter. La clause d'indexation permet donc d'assurer une adaptation progressive et prévisible du loyer et de maintenir la valeur réelle de l'actif. Mais elle doit être rédigée avec soin. Tout d'abord, il faut bien choisir l'indice. En général, ce sera l'ILC ou l'ILAT. Assurer la cohérence entre la période d'indexation et la révision et bannir les clauses jouant uniquement à la hausse. Et il faut savoir que le projet de loi LSE prévoit d'autoriser la clause d'indexation dite tunnel, c'est-à-dire une clause qui encadre les hausses et les baisses dans les mêmes proportions et ça vaudrait uniquement pour les clauses d'indexation à l'ILC. Donc la clause d'indexation est une véritable clause technique mais très stratégique. Bien rédigée, elle va protéger la valeur du patrimoine, alors que mal rédigée, elle peut être annulée avec un véritable effet domino sur la rentabilité. Le troisième point de vigilance va être la répartition des taxes, charges et travaux. C'est un point fondamental et cette répartition doit être rédigée très précisément dans le bail. En effet, ne peuvent être refacturées au preneur que les charges qui sont expressément visées au bail et pour cette raison, le bailleur investisseur doit veiller, dans le cadre de la rédaction du bail, à transférer au preneur de manière expresse le maximum de charges, dans la limite bien sûr de ce qu'autorise la loi. Car ne pourront être légalement refacturés au preneur les gros travaux de structure de l'article 606 du Code civil, les impôts qui ne seraient pas liés à l'usage du local et les honoraires de gestion des loyers. Les mises aux normes réglementaires, tout ce qui est sécurité, accessibilité, conformité énergétique et tous les investissements liés au décret tertiaire doivent faire l'objet d'une attention particulière. En effet, ces postes peuvent représenter des montants conséquents. Il est donc dans l'intérêt du bailleur d'en prévoir explicitement la prise en charge, au moins en partie par le preneur. Et là encore, il faut noter que la loi LSE pourrait remettre en question la possibilité pour le bailleur de refacturer la taxe foncière. C'est donc un point qui va être à surveiller de près. Alors si on se place côté preneur maintenant, quelles sont les 3 erreurs assez communes pour un preneur ? La première, c'est de sous-estimer son engagement. Parce qu'effectivement, le bail commercial va engager le preneur pour au moins 3 ans ferme, sachant que bien souvent, les bailleurs vont solliciter un engagement ferme plus long, 6 ans par exemple, notamment lorsque le preneur va bénéficier de mesures d'accompagnement, comme une franchise de loyer, une participation aux travaux. Et toute sortie anticipée du locataire, avant la fin de la période ferme, est impossible. Le preneur doit donc s'assurer que la durée du bail reste cohérente avec la stratégie du développement de son entreprise, la taille du local, l'emplacement, les perspectives de croissance. Et pour garder un peu de flexibilité, le preneur peut négocier soit des options de sortie anticipées, en dehors des échéances triennales, quitte à ce qu'elles soient payantes, ou des facultés de sous-location à des tiers, pour réduire la charge financière si le besoin s'en fait sentir. La clé ici va être d'éviter de transformer un outil d'exploitation en contrainte rigide. La deuxième erreur va être pour un preneur de négliger la clause de destination. La clause de destination, elle définit l'activité autorisée dans les locaux et très souvent elle est rédigée trop étroitement et elle va devenir un frein à l'évolution du commerce. Donc pour rester agile, le preneur a donc tout intérêt à négocier une rédaction large et évolutive. Cela lui permettra d'adapter son activité et de faire évoluer son concept et de ne pas être juridiquement bloqué. Donc la clause de destination va être un véritable levier de liberté entrepreneuriale et non une simple formalité.
La troisième erreur pour un preneur va être d'ignorer la question des travaux. C'est souvent le piège économique numéro 1, ne pas définir qui paye quoi conduit à des dépenses imprévues dès le démarrage. Avant de signer, donc, le preneur doit identifier précisément les travaux à réaliser, quels sont les aménagements initiaux, décorations, équipements techniques, toutes les mises aux normes réglementaires éventuelles à faire et les travaux liés à la performance énergétique qui seraient imposés par le décret tertiaire. Ces postes peuvent être lourds, il est donc essentiel pour le preneur de négocier une participation du bailleur ou une franchise de loyer pendant les travaux, et ces leviers vont permettre au preneur d'alléger la charge de démarrage et de préserver sa trésorerie. Une approche donc anticipée, structurée, avec un audit du local, un chiffrage précis, un partage équitable, va permettre au preneur d'éviter qu'un projet d'installation ne devienne un véritable gouffre financier. Donc en définitive, le bail commercial n'est ni qu'un simple cadre juridique, ni une formalité administrative. C'est un véritable outil de création de valeur bilatérale. Pour le bailleur, un bail bien structuré et un locataire solide va pouvoir augmenter la valeur de l'actif de 15 à 20%. Et pour le preneur, un bail bien négocié peut réduire les coûts, améliorer la rentabilité et garantir la flexibilité opérationnelle. Donc des deux côtés, la clé du succès est en fait la même: anticiper, négocier et sécuriser. Donc la maîtrise juridique du bail commercial, de ses clauses, de ses leviers économiques va devenir un véritable avantage concurrentiel qui va permettre de sécuriser les revenus d'un côté et d'optimiser les coûts de l'autre.